Bonjour à tous et bienvenue. Quand je vous parle de corps, vous allez évidemment penser au corps physique, mais nous avons également un corps énergétique et un corps psychique. Or, mon invité d'aujourd'hui travaille sur ces trois corps, sur l'énergie de ces trois corps. C'est Seymour Bruxelles et il va nous parler de tout ça. Bonjour Seymour. Bonjour Olivia. Merci de me recevoir dans ton antre, chez toi. Oui, c'est pas chez moi, mais presque chez moi. J'ai lu parmi tes nombreux livres, celui sur l'énergie d'une force de guérison, le corps auto-guérisseur, ce que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je n'ai pas encore découvert les autres, mais Ouais. ça ne saurait tarder, surtout celui sur la peur. Tu es un thérapeute en énergétique. Et avant de parler de tes livres, avant de parler de ton travail, je me dois quand même d'évoquer quand même un certain parcours assez original, évidemment, puisque donc, tu as été dans l'institution avant, dans l'éducation nationale, que Oui. tu as quitté pour des divergences d'opinion. Oui. Qui, hélas, se prouve aujourd'hui. C'est une catastrophe. Bon, nous n'allons pas aborder ce sujet parce nous que... n'avons pas le débat voilà. là-dessus, il y en a pour 3 jours. Oui, voilà. Et nous n'avons pas le temps puisque tes patients attendent. Il y a du travail. Et ensuite, tu as fait partie d'un groupe de comédiens, humoristes, qui est aujourd'hui connu sur le nom des Inconnus. Mais à l'époque, vous étiez 5, donc c'était les 5, Oui. avec entre autres Smaïn et toi, que tu as quitté en 89, je crois, de C'est ça, mémoire, oui. juste avant d'ouvrir ton cabinet. Oui, je soignais déjà à cette époque-là, il y a longtemps que j'étais passionné par tout ce qui est énergie. Et à un moment donné, avec une divergence d'opinion par rapport, non pas à l'éducation nationale, c'était déjà fait ça, mais par rapport au système de show business, enfin des choses, et puis des problèmes avec la production, j'ai décidé de faire cavalier seul. J'ai continué à jouer quand même. Oui, je crois, J'ai c'est fait ce que pas mal j'allais de dire. Tu as spectacles. continué quand même en parallèle. Oui, j'en ai fait beaucoup. Et en parallèle, j'ai utilisé une médecine parallèle, qui n'est pas une médecine d'ailleurs, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. Une thérapie Oui, parallèle. après on va avoir des ennuis. Oui, et surtout là, c'est de pire en pire. Et donc, une thérapie parallèle, une thérapie douce, dont j'étais passionné depuis longtemps, mais que j'exerçais déjà avec mes camarades, avec les comédiens, les danseurs, les danseuses. J'étais connu dans ce milieu-là. Alors justement, soigner. quel a été ton déclic par rapport à ça? C'est-à-dire comment le petit Seymour s'intéresse à ça et touche à ça et se forme peut-être à cette technique? Le petit Seymour, il démarre très jeune puisqu'il est sensibilisé à la maladie par son histoire, son vécu. Enfant malade, je suis né malade, je suis toujours malade d'ailleurs, d'une certaine façon. Et non pas physiquement, mais psychiquement, parce que dans ce monde-là, j'arrive pas à m'adapter. Ah, d'où la divergence d'opinion fréquente. Oui, parce que je me demande ce qui se passe, là, tout va à l'envers. Donc, étant sensibilisé à la maladie, j'ai intuitivement, je ne peux pas l'expliquer, c'est une intuition, c'est une sensibilité. Tes parents y étaient quand même pour quelque Pas du chose? tout, pas du tout. Et donc, je savais qu'il existait une force et qu'on pouvait s'en servir lorsqu'on se concentrait sur une personne de mon entourage malade, et je voyais qu'il y avait des résultats, que la situation s'améliorait, que la santé revenait. Et petit à petit, c'est devenu comme ça. Alors, je ne savais pas trop où j'allais, si j'étais pas un peu fou. Et puis, je suis tombé. C'était tôt dans les années. Non, j'avais 6-7 ans quand je faisais ça. Oui, c'est l'âge on a encore de l'instinct, de l'intuition, et puis après, on devient idiot, parce qu'on commence à penser. On ferme après. On pense, on ferme, voilà. Ensuite, je suis tombé sur des lectures qui m'ont rassuré, qui m'ont fait comprendre, non, j'étais pas fou, qu'il existait cette énergie, qu'on pouvait s'en servir. Et j'ai suivi ensuite des stages, des cours, etc. Je me suis formé à l'ostéopathie bioénergétique avec Jacques-André Vaduval, qui était à l'époque le directeur du centre d'études et de recherche ostéopathique, mais qui travaillait surtout en énergétique.
Et j'ai rencontré, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. J'ai rencontré aussi une autre personne qui a compté énormément, qui m'a accueilli dans son cabinet pendant plusieurs années, où j'ai appris à soigner, j'ai appris le corps, j'ai appris l'anatomie, la physiologie, j'ai appris plein de choses que je transmets aujourd'hui. Parce que dans tes livres, c'est hyper pointu et hyper précis. Et on se pose la question, on dit, mais il est ostéopathe, il est... Oui, j'ai appris l'ostéopathie avec Duval. Et avec Meyer, le docteur Meyer, nous donnons des formations depuis 2007. Et avec lui, donc, le premier livre a été coécrit avec le docteur Meyer. Et on continue à former des gens. Et il ne faut pas raconter des histoires. Il n'y a pas de don. Parce que, oui, il faut un don. Non, il ne faut pas un don. Ce sont des lois physiques, c'est de la physique quantique. Nous sommes tous des récepteurs et des émetteurs d'énergie. Et c'est permis à tout le monde. On peut tous jouer du piano. Alors après, il y aura des virtuoses et puis des gens qui... Mais on peut tous jouer du piano, si on s'y met. Voilà. Alors justement, donc, par rapport à ton travail, tu en as un petit peu parlé. J'ai dit tout à l'heure que tu es thérapeute en énergétique. Le corps, donc notre corps, émet de l'énergie, puisque chaque cellule émet. Tout organisme, finalement, vivant, émet de l'énergie. Alors, et toi, comment ça se passe, en fait? C'est-à-dire que quand tu... Alors, avec le docteur Meyer, justement, vous avez fondé, créé... une méthode. Breveté, une méthode de relaxation, on appelle ça relaxation accompagnée, qu'on a appelée Surrender. Pourquoi Surrender? Parce que c'est une francisation, c'est français Surrender, c'est une francisation de l'expression se rendre. Les Anglais avaient du mal à dire surround pendant la guerre de 100 ans. Surrender, et c'est devenu surrender. Mais surrender, il faut le préciser parce qu'on est tellement envahi de mots anglais que non, là c'est le contraire. Ils nous ont pris une expression, donc se rendre. Se rendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire déposer les armes. Ça veut dire lâcher prise, s'abandonner, lâcher prise. Voilà. Donc on a créé cette méthode, on n'a rien inventé. On a fait une petite salade avec nos connaissances. Et puis ensuite notre expérience, et on a beaucoup travaillé dans le milieu hospitalier, on a travaillé au bloc opératoire, on a travaillé, j'en parlerai, avec des personnes amputées sur justement le champ énergétique, parce que là le membre physique a disparu, mais le champ vibratoire du membre est toujours présent. Voilà, et on a monté donc cette formation depuis 2007 et qui a accueilli pas mal de gens, beaucoup de thérapeutes, qui veulent aller plus loin que leur méthode au niveau du corps, qui sentent qu'il y a autre chose que la matière, qu'il y a de l'énergie, ça circule, mais comment on fait, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les sensations, donner des noms, des interprétations, sensations qu'on a quand on pose la main sur quelqu'un. Alors justement, comment fait-on? Parce que contrairement à certaines pratiques de magnétisme où on ne touche pas le corps, toi, effectivement, tu poses la main sur différents endroits bien spécifiques du corps, 5 ou 6 organes. Alors, le protocole, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un protocole ostéopathique. Hein. On s'est basé sur l'axe crânio-sacré, on fait du crânio-sacré, mais avec une dimension énergétique, donc les mains sous le crâne, différentes prises du crâne. Le deuxième pôle, très important, le sacrum, hein, donc les deux pôles, le sacrum qui représente le centre énergétique, le centre de gravité, le centre sexuel, leur production. C'est un centre hyper important que les Asiatiques ont bien compris. Hein, l'énergie, elle est là, elle est dans le hara des Japonais, le tandiem des Chinois, la kundalini des Hindous, donc le bassin dans lequel notre conscience et notre énergie devraient résider en permanence alors qu'elle n'y est pas parce qu'elle est aspirée par d'autres zones du corps qui correspondent à la zone de la pensée au niveau du crâne. Quand on a la tête serrée et la méninge qui travaille trop, et tout ça, ça a une réaction physique, ça a un impact physique. L'énergie, elle est souvent bloquée dans la tête. Il faut la débloquer dans la sphère donc affective au niveau du sternum et ensuite au niveau émotionnel, on le sait, les intestins, donc deuxième cerveau, le cerveau émotionnel, et puis en dessous, sous le nombril, donc cette puissance énergétique que l'on utilise dans les arts martiaux, par exemple. Voilà. Est-ce que tu as besoin du contact? Tu dis justement, alors c'est très important pour les personnes peut-être qui se posent la question, donc on ne se déshabille pas. Tu parles dans le livre justement du fait qu'il y ait un tissu, un vêtement entre ta peau et la peau du patient est important pour ne pas... confondre les deux textures qui sont les mêmes. On est fait des mêmes atomes tous. Hein. Et donc le travail, c'est de prendre contact avec le corps physique, de se laisser glisser dans les liquides. Le liquide du corps, c'est 75%, 70%, alors il y a une polémique, hein, 65, 70, 75, bon, on s'en fout. Je sais qu'un bonhomme de 70 kg, c'est 40 litres d'eau, c'est pas mal.
un peu de pinard pour rigoler de temps en temps. Parce que j'allais dire, s'il n'y a que de l'eau, ça va. Voilà, vous voulez qu'on rigole un peu quand même. Et donc, il y a un liquide, le liquide principal du corps humain, c'est le liquide céphalorachidien qui circule en périphérie du cerveau et de la moelle épinière. Voilà. Et ce liquide, il est fabriqué dans des ventricules au centre du cerveau, et l'énergie qui va circuler pendant le soin va dynamiser en premier lieu ce liquide précieux qui, lui, va dégager sa puissance hydraulique à tous les liquides du corps. Alors, il faut savoir qu'un tissu, tous les tissus du corps réagissent de la même façon, que ce soit l'enveloppe d'une cellule, un muscle, un organe, un os, c'est pareil. Un tissu qui est agressé, physiquement ou psychiquement, puisque vous l'avez dit en préambule, donc il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Et un tissu qui est agressé se referme. C'est la seule réponse qu'il donne à une agression, qu'on va appeler un stress. Et to stress, ça veut dire serrer, ça veut dire tendre. Donc la seule réponse de nos tissus, c'est la fermeture. Bon. Et un tissu qui se tend, ça sèche. Donc la réponse, c'est quoi? C'est irriguer le tissu pour qu'il se libère de sa tension et qu'il retrouve une mobilité adéquate. Car la vie, c'est le mouvement. Lorsque le mouvement disparaît, c'est le lit de la maladie. Donc, en premier lieu, l'apport énergétique de la séance se répercute dans le liquide céphalorachidien, je le répète, qui va propager, c'est comme une vague, sa puissance hydraulique à tous les liquides du corps pour permettre de libérer les tensions. Et ça, tu le sens. Et ça, on apprend à le sentir. On apprend à le sentir, oui, oui, tout à fait. Voilà. Les sensations palpatoires sont multiples. Et le travail qui est le plus long, c'est de développer sa sensibilité tactile pour accompagner, non pas diriger, non pas contrôler, parce que c'est le corps qui décide, c'est lui qui sait où se trouve l'urgence et qui va diriger le liquide à ce moment-là dans les zones les plus touchées et les plus importantes pour la vie. C'est-à-dire que si le patient vient parce qu'il a un problème de genou, mais qu'il a sur le plan organique quelque chose qui n'est pas très bien en train de se préparer, il est évident que l'énergie va venir sur l'organe, elle n'ira pas sur le genou. Le patient ne sera pas content, il dira ah, j'ai encore mal au genou. Mais il serait peut-être en train de se guérir d'un gros problème au niveau du foie ou de l'estomac. C'est ce que tu as anticipé la question que j'allais te poser. Ah, pardon. Voilà. Non, non, mais c'est très bien. On est sur la même longueur d'onde en parlant d'onde. Toi, donc, tu ignores cela. C'est-à-dire quand un patient vient, il vient avec une problématique, ou alors il vient sans raison, juste pour que tu rééquilibres un petit peu tout ça. Oui, il y a ça aussi. Oui. Et toi, c'est une raison, hein, de rééquilibrer les énergies. Ils sentent qu'ils ont des pertes d'énergie, ils ne comprennent pas toujours pourquoi, et ils viennent pour justement rééquilibrer les circulations d'énergie. Et toi, peux-tu ressentir les besoins du patient quand il vient? Oui. Est-ce qu'il peut t'arriver de dire tiens, je sens une faiblesse à ce niveau-là ou à tel autre? Oui, mais, tu n'as pas ton mot à dire. J'écoute, voilà, je vais reprendre une phrase d'un de nos pères qui s'appelait Rollin Becker. Et Rollin Becker était élève de William Garner Sutherland, qui lui était le bras droit, on va dire, de Andrew Taylor Still, donc, qui est le fondateur de l'ostéopathie. Donc Still, Sutherland, Becker, Duval, et je suis... Je suis arrivé derrière, mais je n'étais pas tout seul. Hein. On était nombreux. Et la phrase de Becker, c'est le patient est mon professeur, je suis son élève. Voilà, c'est tout un travail d'écoute fine et subtile, en profondeur dans les tissus, qui nous apprend et qui, pour répondre à la question, nous donne les informations des problèmes que subit le patient. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Le corps du patient est mon professeur, je suis son élève. C'est plein d'humilité et comme je le disais tout à l'heure, on ne contrôle rien, on accepte, on écoute. Le corps est beaucoup plus intelligent, la cellule est beaucoup plus intelligente que mon petit cerveau, ma petite pensée, mon petit mental. Voilà. D'ailleurs là, tu l'évoques, enfin dans ces deux livres du moins et peut-être dans les autres, tu évoques toujours ce côté lâcher prise, s'abandonner, voilà. Que tu es vraiment un récepteur, mais en même temps justement, alors récepteur-émetteur. Avec quoi travailles-tu? Est-ce que donc tu as un canal? C'est ça, c'est s'ouvrir. Plus je m'abandonne, plus je m'ouvre. Plus je vais m'abandonner, me relâcher, me relaxer, plus mon champ vibratoire va s'ouvrir. Plus l'énergie va pouvoir circuler. Si je me ferme, l'énergie ne circule pas bien. Donc le travail, c'est un travail de méditation, hein, c'est de la méditation accompagnée, hein, c'est une méditation à deux, parce que lui aussi, le patient, il lui est conseillé de se relâcher. Et c'est à ce moment-là qu'en ouverture, donc l'énergie peut faire son travail.
Et elle va le faire sur plusieurs jours. Hein. C'est pas je dis toujours, la séance, c'est un déclencheur. Hein. Et puis les choses, elles vont se mettre en place dans les jours qui suivent. Et sous 48 heures, il peut y avoir des réactions. Donc je dis aux patients de ne pas s'inquiéter et que c'est normal et qu'au contraire, c'est un bon signe. Donc, il peut être très fatigué, il peut avoir des douleurs qui se réveillent. Il va y avoir tout un travail du corps pour se rééquilibrer. Voilà. D'ailleurs, pendant la même session, la même séance, tu travailles sur tous les axes dont on a parlé tout à l'heure, ou tu ne fais que le crâne pendant l'un, après le sacrum à un autre moment? Non, ça c'est dans la même séance, voilà, et ensuite le corps lui fera ce qu'il voudra. Mais ce qui est important à comprendre dans cette approche de réception et d'émission, et d'abandon de soi, c'est la position de la conscience. C'est mettre sa conscience dans le mouvement et accompagner le mouvement, car le seul fait d'observer, déjà, c'est accompagner. Là, on va reprendre des notions de physique quantique. En physique quantique, on dit que quand on observe une particule, elle se transforme. C'est exactement nous. Qu'est-ce qu'on est? On est des gros sacs de particules. Le seul fait d'observer va apporter donc, à la particule, ou à l'ensemble des particules, cette faculté de se transformer par l'observation. L'observation, c'est une écoute et une approche de conscience profonde dans les tissus, dans le liquide, dans le mouvement et dans le champ vibratoire qui va s'ouvrir avec le relâchement des tissus. Alors évidemment, tu évoques l'intention quelque part. Non, toi, ton intention aussi. L'intention, non, c'est une présence. C'est une présence. Je n'ai pas d'intention sur la pathologie et sur la thérapie de la pathologie. Elle se fait d'elle-même. Dans le livre, tu évoques également la séance en disant comment le patient peut se ressentir, donc quelle sorte de lourdeur. Une expression qui est utilisée souvent, c'est rentrer dans la table. C'est ça. Le patient est allongé et plus il va se relâcher, plus il va subir l'attraction terrestre. Donc il va ressentir une espèce de sensation, d'aspiration, comme s'il rentrait dans la table. Là, c'est très bon signe, c'est qu'il a bien lâché. Parce que oui, le fait de s'allonger, c'est pas forcément lâcher ses tensions. La plupart des gens, ils s'allongent comme ça. Et petit à petit, ils vont rentrer dans la table, aspirés par l'attraction terrestre. Et toi, de ton côté, a priori, tu fais des petits bruits. Ah oui, ça a été souligné en préface, en particulier par le professeur Wang, chirurgien ophtalmo, qui est venu se faire soigner, et puis qui, dans sa préface, c'est le premier qui nous a ouvert le bloc opératoire, avec qui on a pu faire des études, des effets de cette méthode dans une situation d'urgence qui est celle des interventions chirurgicales. Moi, je dégage, c'est-à-dire que les tensions, comme des ondes, comme des vagues, lorsqu'une tension lâche chez le patient, on est en relation intime, et dans mon corps, je le sens, comme une corde, comme une corde qui vibre. Et je me dégage, c'est une technique de dégagement, pour ne pas garder les tensions, parce que je peux aussi, moi, les emmagasiner. Voilà. Donc ce ne sont pas les miennes, et elles passent à travers moi pour être dégagées. Et lorsque je me dégage, je dégage le patient. Et là, il y a des petits bruits, il y a des souffles, il y a quelque chose. C'est comme si on m'attrapait la chemise, qu'est-ce que je ferais? Je ferais ça, quoi, pour me dégager. Quoi. Bon, voilà. C'est ce que j'allais dire à la fin de la journée, quand tu as vu je ne sais pas combien, 3, 4, 5 patients, il faut aussi que soit tu te il faut dégages, dégager à chaque fois, parce que sinon, je repars à 4 pattes. Je ne tiens pas debout. Est-ce que tu peux te oui, parce que pas soigner, si, parce que justement, le fait d'observer, on le fait instinctivement. Je me colle le coude, qu'est-ce que je vais faire? Je vais frotter, déjà je vais activer les liquides, justement, je vais activer la fabrication d'endorphines dans mes cellules, et puis je vais mettre ma main comme ça. Bon, et puis que je mets ma main, je mets mon attention. Car la main est la prolongation du cerveau, disait Kant. Donc je mets ma main, je mets mon attention, et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je commence une séance. Voilà. Donc l'énergie va activer les processus d'autorégulation, les liquides qui vont venir irriguer les tissus qui ont été choqués et écrasés, et on est dans une situation d'auto-soin. Voilà. Mais ça va, j'ai rien. Ça ne fait pas trop grave. Je vois que tu t'es bien soigné. Tu as parlé tout à l'heure du crâne, du cerveau, mais on a d'autres cerveaux, justement. On en parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. On avait évoqué les intestins, qui étaient le deuxième cerveau. Maintenant, on parle beaucoup du cœur, le cerveau-cœur. Le cerveau-cœur, le cœur qui a une autonomie. Là, on va parler de cohérence cardiaque. Oui. La cohérence cardiaque, c'est la cohérence entre les deux cerveaux, l'encéphale et le cerveau-cœur. Et un équilibre de rythme qui fait que lorsqu'on améliore sa cohérence cardiaque, par le souffle, par la respiration, on améliore tous les systèmes du corps.
L'encéphale et le cœur se sont formés dans les mêmes tissus. Quand nous étions un haricot, souvenez-vous, non, je m'en souviens pas. Petit haricot, les deux poches qui sont face l'une de l'autre sont la poche cérébrale et la poche cardiaque. Donc intimement liés. Dans tout le développement humain, ils sont restés intimement liés et ces deux cerveaux, lorsqu'ils sont en cohérence, eh bien, améliorent tous les systèmes du corps humain. Et on a fait des études et des mesures. Par rapport aux séances, les séances améliorent la cohérence cardiaque, donc, par ricochet, améliorent tous les systèmes du corps. En intro, j'avais parlé du corps psychique. Ouais. Et justement, tu reprends un peu ce que l'on retrouve dans les théories asiatiques, Tao et autres, dans lequel un organe est relié à un certain sentiment. Oui. C'est-à-dire que la colère va impacter plutôt quelque chose, la tristesse un autre organe, donc au niveau émotionnel. Ouais. Donc finalement tu dis que par exemple quelqu'un qui aurait une arythmie, je dis ça avec des pincettes, ou un problème cardiaque, pourrait être peut-être généré par une certaine peine, tristesse. Ouais. Chaque organe a sa propre psyché, justement. Le symbolisme du corps humain, Annick de Souzenel, Michel Odoul, dis-moi où t'as mal et je te dirai qui tu es. Olaf Steiner aussi affirmait que chaque organe a sa propre psyché. Donc chaque organe est relié à une émotion. Le corps est émotion, nous sommes des êtres d'émotion. L'émotion va 1000 fois plus vite que la pensée. L'émotion précède la pensée. Et l'émotion va impacter un organe qui lui est relié symboliquement. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, dans le champ vibratoire de l'organe et dans le champ vibratoire général, on retrouve la psyché. Je vais donner un exemple qui arrive fréquemment. Le patient vient faire plusieurs séances pour son genou, on garde l'exemple du genou, et au bout de quelques séances, il va me dire mais je ne vous ai pas parlé de ma peur des araignées, mais alors depuis que je viens vous voir, j'ai plus peur des araignées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand son champ vibratoire dans lequel réside la psyché, qui est intimement liée à toutes nos cellules, eh bien, lorsque le champ s'est transformé, ce programme, car nous sommes faits de programmes, a disparu, alors qu'on n'en a jamais parlé, je ne suis pas au courant, et voilà ce qui s'est passé. Dans la transformation du champ, la psyché en a bénéficié. Voilà. Ah oui, donc tu déprogrammes. Alors je déprogramme rien. L'énergie, enfin, oui, pardon, l'énergie déprogramme des choses qui ne sont même pas ciblées, mais qui entravent le fonctionnement du corps humain, car chaque fois qu'il voit une araignée, il a beau se dire avec son mental, mais non, une araignée n'a jamais mangé personne, quoi, mais non, le problème c'est que émotionnellement, il a le programme peur des araignées. Et que le mental n'a pas le même système d'apprentissage que l'émotionnel, qui est le subconscient. Dans le subconscient, Bruce Lipton, biologie des croyances, nous explique que 95% de nos gestes et de nos pensées viennent du subconscient, c'est-à-dire donc de ces programmes, comme un ordinateur. Et le mental, la conscience, qui reste 5%, n'est pas capable de déprogrammer. Donc il faut passer par un autre chemin. Ce chemin, ça peut être justement le travail énergétique d'une séance, ça peut être l'EFT, ça peut être le MDR, ça peut être l'hypnothérapie. Et ce que propose Lipton, c'est Psyche. Psyche, c'est donc une technique qui s'est développée aux États-Unis et qui a pour but de déprogrammer donc, ces programmes qui entravent notre vie et notre santé. Le stress est responsable à 90% des maladies. Pourquoi? Parce que le stress va monopoliser un maximum d'énergie, c'est-à-dire que c'est un danger, quoi. Je suis face à un danger, physique ou psychique, c'est pareil, d'accord? Donc mon corps va réagir par rapport à ce danger, il va concentrer un maximum d'énergie pour fabriquer de l'adrénaline, le cortisol, les pupilles vont se dilater, le cœur va s'accélérer, les muscles vont se tendre, alors que la plupart du temps, il n'y a rien, hein, parce que des tigres, j'en vois pas beaucoup dans Paris, si au zoo, encore peut-être, je sais pas, les pauvres. Et à ce moment-là, au détriment de tous les autres systèmes, et en particulier du système immunitaire. Stress est responsable à 90% de nos maladies. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la peur est l'origine de nos maladies, c'est ce que j'explique dans ce livre, et que la première chose à faire, c'est de faire disparaître nos peurs. Je ne l'ai pas encore lu, ça sera dans le programme. Ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que tu dis, donc si on suppose que notre corps a 100% d'énergie, 25% de l'énergie est utilisée du point de vue par les organes génitaux, Ben oui, la reproduction. 25%
par les reins, Oui. et tout le reste par Ouais, tous les ouais. autres organes. Voilà. La médecine chinoise affirme ça, et c'est une réalité. Je parlais du hara tout à l'heure, mais on peut dire aussi l'assiette du cavalier. Ou l'expression « je suis dans mon assiette ». Je ne suis pas dans mon assiette en ce moment, c'est-à-dire que je ne suis pas dans mon centre. C'est réel, moi j'adore les expressions françaises, je me dis mais qui est le mec qui a pensé à ça, qui dit je ne suis pas dans mon assiette. Ben oui, je ne suis pas dans mon assiette, le cavalier, s'il n'est pas dans son assiette, il n'est pas dans son centre. Et il est décalé, il risque de tomber. Mais quand on regarde un cheval au galop, qu'est-ce qu'on voit? Si on visualise ce cheval, où est le moteur? C'est son bassin, il est énorme, ses cuisses énormes, les pattes avant sont adaptatives au mouvement, mais le moteur, il est là. Et nous sommes des mammifères, redressés, verticalisés, mais le moteur, il est toujours là. Et dans notre culture, on n'y fait pas attention. Les arts martiaux m'ont appris beaucoup. J'ai pratiqué l'aïkido, actuellement qigong, tai chi, on travaille tout à partir du centre, et notre soin, et c'est ce que j'apprends à mes élèves, donc je leur fais faire du qigong, notre soin, il se fait à partir de notre centre. C'est-à-dire que je ne travaille pas qu'avec mes mains, je travaille avec tout mon corps, mais à partir de mon centre énergétique. Oui, parce que tu dis souvent ici, c'est évoqué que nous sommes verticalisés, mais mal verticalisés, justement. Bah oui, décentrés, quoi. Voilà, c'est justement décentré, quoi. Je ne suis pas dans mon centre. Voilà. C'est la première chose à faire, c'est de se garder, de rester consciemment dans son centre. Le livre de Durkheim est formidable. Hara, Karl Graf Durkheim, c'était une bible. Quelle est, à ce jour, par exemple, pour toi, peut-être la séance qui t'a le plus marqué? Il y en a certainement Alors beaucoup. là... Il y en a beaucoup, mais comme ça, ou peut-être la première fois, ou une qui t'a un petit peu bluffé. Ce qui m'a marqué, c'est ce que me disait justement, voilà, on va y venir, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, le magnétisme. J'ai commencé par le magnétisme, c'est-à-dire à ne pas toucher le patient, à travailler sur les ondes et des couches énergétiques du corps. Et comme je disais, que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît, et ce monsieur, Marc Hermosilla, m'a dit « Mais non, mais tu n'es pas magnétiseur, ça n'a aucun intérêt, touche le corps, rentre, tu vois. » Je ne comprenais pas bien, quoi. Et puis j'ai suivi ses conseils, et donc j'ai arrêté de travailler sur des couches. Pourtant ça marchait bien quand tu faisais en tant que maître. Oui, ça imposait, c'est le verbe, imposer les mains, l'imposition des mains, tu vois, ça imposait aussi la pensée. Et on était dans le contrôle, voilà. Alors que ce que je viens de dire de tout à l'heure, on est dans la non-action, le non-agir, le non-contrôle. On laisse le contrôle au corps, le corps du patient est mon professeur, je suis son élève. Et quand j'ai commencé à toucher et à rentrer ma conscience dans le corps, là ça a été fabuleux, il s'est ouvert justement un univers formidable, et j'ai senti des choses, des tissus lâchés, des impressions que je ne connaissais pas avant, et qui m'ont poussé à m'appliquer à travailler comme ça, et non pas continuer à travailler à ce niveau-là. Voilà. Mais ça, c'est un chemin, moi je ne sais pas comment... Tant que le magnétiseur reste un canal, je suis d'accord. Quand il devient un contrôleur et un imposeur, non, là je ne suis plus d'accord, je viens de l'expliquer pourquoi. Parce que la cellule est plus intelligente que le mental. Tu as souvent parlé de formation. Tu proposes des stages, tu proposes des formations? Oui, avec le docteur Meyer, donc nous proposons des stages depuis 2007, la méthode Surrender. Et il y a un site d'ailleurs très très bien fourni avec tout un tas de choses, que je mettrai en lien, d'expériences, d'études que nous avons faites, qui proposent donc des formations. Et maintenant c'est cantonné à une résidence dans l'Aveyron. On travaille dans une ferme, perdue dans la campagne, dans un cadre naturel, avec justement une attache à la terre. Ancrage. Un ancrage, une prise de terre, car c'est très important, quand on commence à aborder le thème des énergies, de ne pas s'envoler. Et je vois trop de gens qui partent dans des sphères qui sont dangereuses d'ailleurs, pour certains. Et ce cadre magnifique, on est accueillis par des gens qui sont merveilleux, les patients reviennent ou ne veulent plus partir. Et dans ce cadre, on fait un travail formidable parce qu'on est déjà dans une sphère énergétique cohérente et équilibrée. Voilà. Tu choisis un peu, tu sélectionnes au feeling un peu? Ou tu demandes un peu l'objectif de chaque participant, pour qu'il n'y ait pas de trop perchés qui viennent. Voilà, on demande toujours une lettre de motivation, on essaie de situer un peu les gens que l'on accueille dans ce cadre. Ah oui, parce qu'après, ils sont tes porte-parole quelque part, de la méthode Surrender. Après, ça nous échappe, hein, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, on a eu des problèmes avec certains qui dévient totalement ce qu'on a fait et qui font plus du tout ce qu'on leur a proposé et qui utilisent le nom. Mais non, on n'est pas d'accord, mais bon. Au sujet du magnétisme, j'ai appris effectivement que nous avons de la magnétite au niveau de l'arcade sourcilière, par exemple, genoux.
Et les mains, comme justement. comme les pigeons et les saumons, justement, Oui, qui finalement... Ouais. Arrive à se repérer. Exactement. Alors ce support, la magnétite, ce support donc permet de développer les ondes et de les diriger, de capter, de diriger. À partir de là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est important de prendre conscience de ça et puis peut-être de s'en servir. La magnétite, c'est un support, d'accord ? Oui. Mais il faut savoir que toute particule en mouvement dans l'univers, la particule, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus petite notion de matière, bon, après on parle subatomique, mais la particule, toute particule dans l'univers en mouvement, l'univers est en mouvement, mais la particule en mouvement développe un champ magnétique, c'est là que je veux en venir, et de la chaleur. Voilà. On va prendre l'exemple du cœur, c'est une grosse particule, une grosse poche de particules, donc le cœur qui est en mouvement perpétuel, jusqu'à un moment. Oui. À un moment, il s'arrête. Mais tant qu'il est en mouvement, donc il développe un champ vibratoire. Ce champ vibratoire, il a été mesuré... 5000 fois plus puissant que... Le cerveau. Oui. Bah oui, parce qu'il faut bouger donc, la tête. quand on pense que bouger le cerveau... la tête. Mais, voilà. oui. Alors que le cœur... Son champ a été mesuré aujourd'hui, avec les appareils qu'on a, à 3 mètres de diamètre. C'est énorme. 3 mètres. Bon, et certainement plus que ça. Mais bon, donc nos champs se mélangent et ont un impact les uns sur les autres. Vous êtes dans une foule ou dans un groupe, il y en a un qui commence à paniquer, je ne sais pas pourquoi, il a une crise d'angoisse, son champ va s'élever, tous les cœurs de la pièce vont être impactés. Ça, c'est du magnétisme, voilà, par exemple, naturel. Voilà, on n'a pas forcément conscience. Alors, on peut, par contre, s'en servir avec le patient. C'est-à-dire que plus je reviens au départ, plus je vais me calmer, je vais me détendre. S'il me suit, ben oui, et il va s'adapter au tien. Voilà, son cœur va s'adapter et va baisser dans sa vibration et se calmer. Du magnétisme, il y en a partout, de la magnétite, donc c'est le support. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est énergie, tout est vibration, et même une pensée. Une pensée, c'est une force, c'est une vibration, c'est une énergie. Une pensée de peur, on en parlait, c'est immédiatement, on l'a dit, il y a une réaction chimique. Oui. Le corps va fabriquer, les surrénales vont fabriquer de l'adrénaline et des cortisol. Une pensée d'amour, de tendresse, de joie, par contre, vont permettre au corps immédiatement de fabriquer de la bonne chimie, de l'ocytocine, des endorphines, etc. Où en est ta vision de l'intuition, justement? Parce que tout à l'heure, je parlais d'intention, tu as dit non, je n'ai aucune intention. Tu as quand même une pensée, ok, et tu as quand même aussi de l'intuition pour faire ce que tu fais. Quand tu dis les ressentis, ce sont des ressentis physiques, oui, par rapport à tes mains, mais des ressentis aussi autres. On va parler du cerveau. Le cerveau, donc, les deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche, l'intellect, justement, l'analyse, etc. Cerveau droit, l'intuition, la sensibilité, l'imagination. La créativité, voilà. Donc, nous vivons dans une société où le cerveau droit est totalement atrophié. On se sert du cerveau gauche, l'éducation nationale, justement les matières qui prêtent à la création, la créativité sont mises de côté. Quoi, oui, comme les écoles Montessori, Steiner, entre autres. Ça, c'est autre chose, qui au contraire vont développer le cerveau droit par des matières qui le permettent. Moi, je pense que la créativité est inhérente à la condition humaine, que ça nous équilibre. Ça nous fait énormément de bien, que ce soit un gâteau, une peinture, je ne sais pas où construire, je ne sais quoi. Ça fait énormément de bien. Ça rééquilibre et ça recentre l'individu. Et c'est totalement négligé aujourd'hui. Pourquoi on nous dit que 70% des gens sont malheureux dans leur travail? Parce qu'ils ne voient pas le fruit de leur travail. Parce que ce n'est pas l'informatique qui va combler ce besoin de créativité. Et ça, c'est un besoin qu'on a dès le départ. Regarde, les enfants, moi j'ai travaillé en maternelle et c'est là que j'ai terminé ma carrière parce que je trouvais ça quand même totalement différent de ce que j'avais fait dans le primaire. Et en maternelle, c'était merveilleux ce qui se passait parce qu'à cet âge-là, ils sont tout neufs, ils sont pleins de créativité. Les dessins, les peintures des enfants sont extraordinaires. Picasso a dit... Toute ma vie, j'ai essayé de peindre comme un enfant. Ça veut dire que l'enfant, il est dans sa peinture. L'enfant, il ne sait pas qu'il peint. Il ne sait pas qu'il peint. Il peint. Voilà. Alors que quand le mental commence à intervenir, eh bien, il parasite les choses et on n'est plus dans la réelle créativité, où on est là sur une autre dimension, dans une autre vibration. Voilà. Donc, nous parlions de l'intuition. Voilà. Mais non, mais l'intuition, donc ça fait partie du cerveau droit.
Donc cette intuition, ça mais fait ton partie. intuition à toi. C'est Mais pourquoi peut-être tu continues en parallèle de ton métier que tu aimes, parce qu'on sent que tu es passionné de jouer au théâtre, de faire des choses autres qui d'écrire, donnent de la... oui, parce que ça, bon, bah, ça fait partie du développement du cerveau droit et c'est ce qui est très important aujourd'hui. La méditation, c'est formidable. Je donne toujours un livre en référence à ce phénomène, c'est le livre du docteur Jill Taylor, qui est neurologue et qui a subi un AVC et une hémorragie cérébrale qui a paralysé son cerveau gauche et qui lui a permis de découvrir toutes les capacités qu'il y a dans ce cerveau droit. Il faut lire ça, c'est formidable. Parce qu'en plus, elle est neurologue, elle a une description bien précise de ce drame, parce que ça a été un drame. Voilà ce qu'on peut découvrir dans ce cerveau droit, où se situe l'intuition. L'intuition, Einstein, qui est un grand scientifique, était un intuitif. Enfin, tous ceux qu'on a cités étaient des intuitifs. Steiner, Durkheim, ces gens-là. Et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Les artistes. Les vrais, il n'y en a pas beaucoup. Les vrais artistes, c'est celui qui travaille avec l'intuition, l'inspiration. Inspiration artistique, et voilà, réception, émission, sur une toile, sur un clavier, enfin peu importe, sur une scène. Ça, c'est le cerveau droit. Alors, on va calmer le cerveau gauche, ce mental qui prend toute la place, qui est énorme. Et là, je rends hommage au travail d'Eckhart Tolle qui est formidable, que je conseille aussi. Le pouvoir du moment présent, c'est dans la présence. Je peux en parler tout à l'heure, c'est très dur la présence, la réelle présence. Que se situe cette force d'énergie, c'est là qu'elle passe. Voilà. Oui, parce que c'est difficile, justement, pour toutes les personnes qui essayent et qui apprennent à méditer. Donc la fameuse... Dès qu'on commence à méditer, le mental qui est affolé, c'est la panique, il va prendre encore plus la place, et patati patata, et patati patata, et c'est là que la solution et l'important, c'est qu'on comprenne qu'on peut se dissocier du mental. Et Eckhart Tolle dit, vous n'êtes pas votre mental, je ne suis pas mon mental. Le problème, c'est qu'on s'identifie à notre mental, il prend toute la place. Où est l'intuition? Le mental, il ne peut pas avoir d'intuition, il est dans la réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est un reflet. Donc, ce n'est pas la réalité. On n'est pas dans la réalité, on est dans le reflet, dans l'interprétation, dans la projection. Il faut sortir de ça. Il faut comprendre que le mental, c'est un organe, comme mon système digestif. Pareil, il a son autonomie, il a son utilité, il ne faut pas cracher dessus, parce que quand même, il nous a permis d'être éclairés et de pouvoir filmer maintenant, par exemple. Mais qu'il arrête de prendre toute la place. C'est là le problème. Et qu'il laisse la place à l'intuition, par exemple, et à la créativité, à l'inspiration artistique. Oui, d'autant plus que nous ne sommes pas non plus l'émotion. Nous sommes un corps d'émotion. Mais voilà, l'émotion, si elle est dictée par le mental, non, mais je disais tout à l'heure quand même, l'émotion, on ne peut pas la contrôler, elle part plus vite que la pensée, quoi. En parlant d'énergie, il y a aussi un terme qui est très important dans tes livres, le souffle de vie. Oui. Qu'on sent très fort sur toi, chez toi d'ailleurs. C'est le terme qu'utilisait Steele. Le prana, le chi aussi. Voilà, Steele était pasteur, fils de pasteur. Donc Steele, je le situe, c'est le fondateur de l'ostéopathie, d'accord? Pasteur, fils de pasteur. Voilà. Et il utilisait ce terme qu'on retrouve dans la Bible, le souffle de vie, mais ce terme on le retrouve aussi dans le Tao. Le Tao utilise ce terme, le souffle de vie. Donc c'est l'énergie, le prana, etc. Bon, on donne les mots. Scientifiquement, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas scientifiquement définir ce qu'est le souffle de vie. Mais il est là, il existe, il est permanent, il déclenche, il rééquilibre des choses. On peut s'en servir, c'est ce qu'on fait. Et tant pis, si on n'est pas capable scientifiquement de définir quelle est cette force. Et toi, tu es là, en fait, pour le débloquer, pour débloquer les nœuds éventuels dans le trajet. C'est lui qui fait ça. Lui, il passe, ce souffle de vie, il passe à travers moi. C'est lui qui va débloquer donc, les tensions, les barrages, les nœuds, etc. Voilà. Pour donner toute la vie est puissance, mouvement. en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment insister. Puis c'est un des titres des livres de Becker, de Rolling Becker dont j'ai parlé. La vie en mouvement. La vie est mouvement. Partout où on n'aura pas de mouvement, il n'y aura pas de vie. Une eau riche, une eau vivante, une eau de torrent, une eau de source, c'est pas l'eau qui stagne dans un étang ou dans une flaque et qui est morte. Dynamiser l'eau, les travaux des motos, on peut en parler, peut-être, je ne sais pas, oui, des professeurs oui. et motos. Tu en parlais tout à l'heure parce que tu parlais du liquide, justement. Céphalorachidien, oui. Qui émane dans tout le corps. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'avais eu
l'idée d'évoquer l'intention en disant en fait si toutes les cellules, ce liquide se transmet partout ailleurs. Donc finalement, il a aussi une intention, ce liquide. Donc. Mais nous sommes de l'eau, comme on l'a dit. L'eau transporte de l'information. Et cette information, elle a la capacité de nous faire vivre ou de nous détruire, si elle est mauvaise. Donc les travaux des motos, c'était de donner de l'information à des gouttes d'eau, de les cristalliser à moins de 30 degrés, et de regarder ce que ça provoquait au niveau de l'image, puisqu'il est photographié. Est-ce que ça rendait la goutte d'eau harmonieuse ou disharmonieuse, hein? Donc il fait écouter de la musique. Mozart nous donne l'harmonie. C'était du heavy metal, ça déstructure totalement la goutte d'eau. Voilà. Et alors, comme je suis goutte d'eau, plein de gouttes d'eau, voilà, à moi de choisir mon environnement et les informations que vont capter mes gouttes d'eau. Et ça, les informations, il y en a partout. Tout ce qui est téléphone portable, voilà, Wi-Fi et autres. Toutes ces ondes-là ne sont pas bonnes pour notre fonctionnement vibratoire et énergétique, puisqu'elles perturbent nos ondes. Donc on sait aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie qui s'appelle l'électrosensibilité. Oui. Il y a des gens qui ne supportent plus de vivre dans un environnement de rayonnement magnétique, électromagnétique, car c'est trop puissant. La 5G, ça va être une catastrophe, elle est en train d'être partout. Là, ils viennent de l'installer au-dessus de notre tête. Bah oui, avec les JO, ils se dépêchent. Ouais, voilà. Paraît-il. Donc, voilà, on est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité envahi d'ondes qui ne sont pas naturelles et qui sont puissantes et qui perturbent le fonctionnement de nos cellules. Et toi, ça te perturbe dans ton travail? Non, tu ressens ou pas trop? J'essaie de travailler dans un environnement adéquat, un environnement pas trop hostile à ce niveau-là, mais de la Wi-Fi, il y en a partout. Moi, j'en ai pas, mais ici, par exemple, mais il y en a au-dessus. Voilà, bon, et je travaille dans un autre cabinet à la campagne, et là, avec un environnement beaucoup plus sain, à tel point que les gens râlent parce qu'ils ne peuvent pas capter. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, alors il peut y avoir des personnes qui ont envie peut-être de venir te voir. Oui, ou de voir une des personnes que nous avons formées. Il y en a partout en France, au Québec, en Suisse, en Belgique. Peut-être ailleurs aussi, il y en a en Espagne, je crois. Le conseil, c'est de comprendre que c'est l'environnement qui détermine le fonctionnement de nos cellules. Donc là, on a parlé des champs magnétiques, mais il y a plein de choses. Des personnes aussi. Il y a des personnes qui font du bien, et puis il y a des personnes toxiques. Tout ce qui peut être toxique dans notre environnement doit être éliminé, si possible, pour permettre à notre corps de vivre correctement. Et dans cet environnement, il y a aussi nos pensées. Et on l'a dit, nous avons des pensées toxiques, et la peur, c'est terrible, au niveau chimique, on va dire, du corps humain, et de faire le ménage dans nos pensées, et d'essayer de vivre avec que des belles pensées. Ce qui n'est pas facile. Arrêter d'écouter les informations et de se brancher sur des chaînes d'actualité permanente, anxiogènes. Éviter tout ce qui est anxiogène, parce que c'est néfaste pour le fonctionnement de nos cellules. Oh, ben c'est un joli programme. Il y a du travail. Et cela me fait rebondir sur le fait de, voilà, tu parles des personnes toxiques, de l'environnement toxique, des mauvaises nouvelles qui peuvent entretenir cette idée de peur, qui est le lit de la maladie aussi. Tout à fait. Ça va faire baisser le fonctionnement des autres systèmes, et en particulier du système immunitaire. Dans le livre, chronologiquement, je parle du fœtus, de la naissance, de l'enfance, etc. Tout le chemin parcouru par un être humain, et toutes les peurs qu'il va rencontrer, qui vont l'habiter, qui ne sont pas forcément les siennes. Il y a le transgénérationnel qui fait que nous héritons des peurs des ancêtres et que le ciel tombe sur la tête, puisque nous sommes gaulois pour la plupart. Et de comprendre que la seule peur, c'est la peur de la mort, c'est la peur de la disparition de l'ego. Qui a peur? Alors on parle de l'enfant intérieur, c'est l'ego. L'ego a peur. Lui, il a peur, terriblement peur de disparaître, puisqu'on a soulevé tout à l'heure le sujet de la méditation. Quand on commence à méditer, il s'affole. Les Chinois, puisqu'on parlait de médecine chinoise... On a peur du vide. En fait, le vide fait peur. Le vide fait peur, mais le vide n'existe pas. On va expliquer pourquoi. Je pouvais dire seulement que les Chinois comparent le mental à un singe affolé dans une cage. C'est une belle image, hein, voilà. Donc mon mental, c'est un singe affolé dans une cage. Et un truc qu'ils ne supportent pas, c'est la disparition de l'ego. Donc tant que l'ego a ce pouvoir sur notre vie,
on s'en sort pas, quoi. Et tout ce qui est fait actuellement, et puis depuis longtemps, je veux dire, c'est basé sur la peur. Comment maîtriser des peuples entiers si on leur fait pas peur? Et peur de quoi? Peur de la mort. Toutes nos peurs se réunissent en une seule peur, la disparition. La peur de la disparition. La disparition de quoi? De l'ego. Voilà, c'est lui qui est là. Mais bon, le corps, lui, il va se dissoudre, mais il se transforme, tout se transforme. Et l'âme, il faut parler de l'âme après. Oui. Mais donc voilà, les peurs, elles sont là, et tant que je n'ai pas réglé cette peur, et comme disait Eckhart Tolle, mourir avant de mourir. Bon, mourir avant de mourir, oui, pour commencer à vivre. C'est-à-dire la mort de l'ego pour commencer à vivre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, ça demande du temps, ça demande de la compréhension, de l'acceptation, et puis cette période de digestion, et pour commencer à vivre et arrêter d'avoir peur en permanence, car 95% de nos peurs ne sont pas justifié, c'est le mental, c'est le fantasme, etc. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je projette, alors demain, dans un an, dans 10 ans, mais attends, vivre le moment présent, ça calme. On est bien là, il fait chaud, on a à manger, on a à boire, tout va bien, quoi. Voilà. Et la persistance de l'existence, donc après, chacun ses croyances. Et toi, que crois-tu? Ben, alors c'est pas une comparaison, loin de là, mais j'ai bien aimé la réaction d'Einstein face à la maladie, quand on lui a dit on va vous opérer, je sais pas quoi, il a dit mais non, foutez-moi la paix, est-ce que vous pensez qu'un physicien quantique a peur de la mort? Alors, je dirais, est-ce que vous pensez qu'un énergéticien a peur de la mort? Quand on vit dans le monde vibratoire, on comprend que l'immortalité, elle existe, pas par le corps physique, mais le corps énergétique, et Korotkopf, qui a repris les travaux de Kirlian, l'effet Kirlian, qui sont des photographies du champ, de la qualité des rayonnements lumineux, et qui a photographié donc le corps énergétique, éthérique, on l'appellera comme on veut, qui sort du corps physique et qui persiste, et ce support de l'âme. Et qu'est-ce que l'âme? Aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je faisais dans mon spectacle qui s'appelait Ma patiente a des limites. Je venais, donc le spectacle était sur le corps, l'esprit et l'âme. Et je donnais l'exemple du fait de demander à quelqu'un, mais c'est comment va ton corps? Alors j'ai mal là, tout ça. Et ton mental, ton esprit, voilà, ton moral. Mais comment va ton âme? Quoi? Bon quoi? Ben, ton âme. Comment va ton âme? Comment vibre? Bon, quoi? Qu'est-ce que l'âme? Sinon, ce niveau de conscience au-delà du mental. Voilà. Et cette âme, elle est immortelle. Et elle fait partie d'un tout qui va vers l'éternité, qui est l'éternité. Et comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et alors justement, au sujet de l'éternité, est-ce que tu crois à la réincarnation? Par contre, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est la transmission des informations de génération en génération. Le transgénérationnel, pour moi, c'est évident. C'est Jung qui nous a apporté cette notion. L'inconscient collectif, donc la collectivité, donc toutes les relations entre individus, la loi d'intrication de la physique quantique. Et au niveau vertical, justement, cette transmission, le transgénérationnel. Et Jung, au passage, était féru de physique quantique, il n'a pas assez développé ça, je trouve, il aurait pu. Mais bon, peu importe. Donc, c'est une forme de réincarnation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des informations qui viennent de très loin. On va donner l'exemple d'un enfant qui spontanément parle une langue étrangère qu'il n'a pas apprise, donc c'est spectaculaire. Ça. Mais dans son arbre généalogique, est-ce qu'on ne va pas trouver un ancêtre qui parlait cette langue et qui vient de cette culture? Voilà. Moi, j'ai tellement été stupéfait des conneries que j'ai entendues sur la réincarnation, car en général, on n'était pas Adolf Hitler, en général. On était un mec formidable. Bien sûr, Nefertiti, quand Paco Rabanne nous a dit qu'il était une danseuse égyptienne, bon, je me suis marré. Il nous a quand même annoncé la fin du monde. La réincarnation, je me méfie beaucoup, je ne sais pas, j'en sais rien. Par contre, le transgénérationnel que dans mes cellules, des informations qui viennent de très loin, du Big Bang, Jean Charron avait écrit un livre formidable qui s'intitule « J'ai vécu 15 milliards d'années » où il nous démontre que nous sommes porteurs d'électrons qui ont cette information, la mémoire de l'univers. Ça, j'en suis convaincu. On a passé toutes les époques. Voilà. Et ces informations sont dans nos cellules. D'ailleurs, c'est pourquoi tout à l'heure, quand tu parlais des soins que tu faisais, tu disais, j'avais envie d'évoquer cela.
en disant finalement tu dis que tu peux, non tu peux, à travers toi, on peut débloquer, j'ai bien retenu la leçon, tu aides à débloquer donc les nœuds, les problématiques dont parfois le patient n'a pas conscience. Et qui peuvent aussi être amenés par le transgénérationnel, justement. Oui, tout à fait. Et donc ça, je trouve ça passionnant. On arrive avec des valises, la psychanalyse appelle ça la patate chaude. Je vais venir te voir avec mes valises la semaine prochaine. Tout ce qui n'a pas été réglé, on le porte. Voilà. On fait partie des premières générations qui se posent la question. C'est tout récent, ça. Mais on n'est pas chez le psy. Quand j'ai dit à mon père, tu ferais bien d'aller voir un psy, il m'a dit, je ne suis pas fou. Voilà, c'est la réponse classique. Quoi. Mais non, c'est pas ça. Et là, on découvre encore, c'est récent, hein, un siècle, c'est rien. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Non, et non. Mais c'est vraiment passionnant. Je resterai encore bien longtemps, mais encore 5 minutes, on a encore 5 minutes. Je te fais conclure, tu nous dis ce que tu as sur le cœur, et on t'écoute. Oui. Alors, en conclusion de ce qui vient de dire, on aurait pu, c'est vrai, encore développer pas mal de choses. C'est passionnant. La prochaine fois. Voilà. Et je parlais de la science, la physique, et ce sont les physiciens qui nous feront avancer, qui feront avancer la pensée humaine, j'espère. Einstein était un grand philosophe, il faut lire les pensées d'Einstein, c'est formidable. Et un grand humaniste. Et ce qui serait important pour l'humanité dans son ensemble, qui est en train de se déchirer, qui s'est toujours déchiré, mais avec une intensité développée, car nous avons des moyens de nous détruire qui n'étaient pas ceux du Moyen-Âge. Et c'est incroyable ce qui peut se passer, c'est de comprendre et d'accepter et de vivre que nous sommes tous reliés les uns aux autres, que la loi d'intrication dans la physique quantique nous le démontre. Par des fils invisibles, nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est que l'autre, c'est moi et moi, je suis l'autre. C'est que si je me détruis, je détruis l'autre. Si je détruis l'autre, je me détruis. Et je détruis tout ce qu'il y a autour. Et la planète. Et peut-être le système solaire. Et que cette pensée, pour moi, est la seule qui puisse faire avancer l'humanité. D'arrêter de croire qu'on est un, et ça c'est le mental, l'ego qui nous l'impose, d'arrêter de croire qu'on est un, unique, séparé des autres, alors qu'on est totalement tous baignés dans la même mer, et que si je suis goutte d'eau dans la mer, je suis la mer. Je vois ça aussi comme une toile d'araignée, c'est-à-dire que si je dénoue un petit nœud de cette toile, finalement, je vais avoir des répercussions sur tous les autres petits nœuds. Oui, c'est ce que... Toute action est répercutée, et ce qu'on attend, c'est ce phénomène naturel et physique de la masse critique, ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire que quand un certain nombre d'individus d'une société évolue, il fait évoluer toute la société. On l'a vu avec les animaux, les travaux de Sheldrake, ce qu'il appelle lui les champs morphiques. Les travaux de Rupert Sheldrake nous ont démontré que lorsqu'une petite partie d'un groupe évolue, elle fait évoluer tout l'ensemble. Oui, c'était très intéressant d'ailleurs sur les oiseaux, enfin c'est vraiment passionnant aussi. Les mésanges bleus. Oui. aussi. J'ai été ravie d'être reçue, j'ai été ravie de te découvrir, de découvrir aussi la façon dont tu travailles. Et je pense que je vais venir avec mes valises te voir bientôt. Je n'ai pas oublié la métaphore. On est en train de les vider, en vider une partie. Par exemple. Je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez été, comme moi, aussi passionnés et intéressés par cette découverte. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle rencontre. Au revoir. Au revoir.